Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sika. Le 21 février, les Nigériens iront aux urnes pour élire leur président ainsi que leur député. La Cour constitutionnelle a validé 15 candidatures pour le scrutin au cours duquel s'affronteront plusieurs ténors de la vie politique locale. Le président sortant et candidat à sa propre succession table sur une victoire au chaos dès le premier tour. L'opposition ne l'entend pas de cette oreille et affirme qu'elle détient des éléments qui montrent l'échec à venir du président Mahamadou Issoufou. La campagne prévue pour durer 3 semaines est tendue et pour cause. Le principal challenger annoncé du président sortant, l'opposant à Mahamadou, doit se contenter de la suivre depuis sa cellule de prison de Filingué à quelques 180 km de Niamey. Ces militants réunis en meeting ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ils dénoncent une cabale du régime contre leur leader et dénoncent un simulacre de démocratie. On en était là quand ce lundi, le vice-président du MPN Kishin Kassa, El Hadj Saniatia, a été interpellé à Maradi. Ce sont des éléments de la police et de la garde nationale qui ont procédé à l'arrestation de l'homme d'affaires très populaire dans la région au cours d'une opération qui a failli dégénérer. Niger présidentiel, durcissement du régime depuis le début de la campagne. Qui tire les ficelles? Tel sera notre premier débat du jour. Ensuite, nous irons au pays de Nelson Mandela, où Jacob Zuma, le président sud-africain, traîne au boulet dont il a toutes les peines du monde à se débarrasser. Le scandale dit d'une Kandla, du nom de sa résidence privée dans le KwaZulu-Natal, continue d'alimenter la polémique. Les deux principaux partis d'opposition ont manifesté ce mardi à Johannesburg devant la Cour constitutionnelle où leurs avocats plaidaient pour obliger le président Zuma à rembourser une partie ou la totalité des 20 millions d'euros d'argent public dépensés pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Afrique du Sud, Nkandla Gate, le président Jacob Zuma sur un siège éjectable. Voilà libellé notre second plateau du jour. Avant de planter le décor, mesdames, messieurs, suivons le flash, le point de l'actualité brûlante sur le continent. En Libye, le Parlement reconnu internationalement a accordé un nouveau délai au Conseil présidentiel pour présenter un gouvernement d'union nationale. Ce que réclame la communauté internationale, inquiète du chaos et de la montée du groupe État islamique dans le pays. Le Parlement a précisé que les députés ont décidé de donner un nouveau délai jusqu'à dimanche pour la formation du gouvernement d'union nationale. Au Cameroun, au moins 6 civils ont été tués et une trentaine blessés ce mercredi matin dans un double attentat suicide à Ngechewe, village de l'extrême nord du pays. Une région frontalière du Nigeria, régulièrement attaquée par les islamistes de Boko Haram, selon une source sécuritaire. Trois militaires ont péri mardi au Mali lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le ministre malien de la Défense dans un communiqué. L'explosion s'est produite dans le secteur de Mondoro, à plus de 300 km à l'est de la ville de Mopti, selon le test. La campagne électorale bat son plein au Niger où des frictions se constatent sur le terrain. Des militants de l'opposant à Mahamadou, candidats du moderne FA Lumana, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. De nouvelles arrestations d'opposants aussi sont à signaler. Niger présidentiel, durcissement du régime depuis le début de la campagne. Qui tire les ficelles? Le débat s'installe juste après la virgule. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Moïse Soudé, journaliste. Moïse Soudé, bonjour. Cher confrère, bonjour. Face à vous, je reçois Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou, Bénin. Maître Ronla, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, bonjour. Ma première question est pour vous, Maître. Comment analysez-vous cette campagne au regard des éléments que nous avons, notamment la dispersion de manifestations de l'opposition? Il faut admettre que le président Mahamadou Issoufou, qui prend le pari d'une victoire dès le premier tour, c'est-à-dire un chaos, comme on s'y habitue sur le continent, ne veut prendre aucun risque. Aucun risque parce que déjà d'une part, l'un de ses principaux adversaires, l'un de ses principaux opposants, alliés très précieux d'hier, est incarcéré et n'est pas à égalité pour battre campagne. Cela ne suffit pas. Je pense que le président Issoufou pense qu'il faut atomiser toute l'opposition afin de parvenir à ses fins. Et on ne tire pas de ficelle, ou alors les ficelles sont très visibles. On sait d'où vient la manœuvre et pourquoi.
Moïse Soudé, Mamadou Issoufou avait pourtant demandé que le débat se situe plutôt au niveau des projets de société. Et qu'est-ce qui explique alors cette tension sur le terrain, selon vous? Non, je crois que c'est un discours de diversion. Vous le savez très bien. Aucune élection en Afrique jusqu'à nouvel ordre ne se fait à partir du projet de société. Non. C'est pour quand même tromper les adversaires. Il sait très bien, comme l'a dit le maître, quiconque s'opposera à son projet d'être élu au premier tour KO sera maté. Et c'est clair. Et depuis l'arrestation et l'emprisonnement de son premier opposant, tout le monde sait qu'il fera le chaos. Et tous ceux qui vont dire le contraire, tous ceux qui vont tenir un discours contraire à ce chaos-là seront matés. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. C'est ce qui devait être. Parce que depuis un certain temps en Afrique, quand vous organisez les élections et que l'on cherche à être élu au premier tour, on met tous les moyens de son côté. Il n'y a personne qui tire les ficelles. Il est lui-même le chef d'orchestre et il fait emprisonner qui il veut. Sauf que, bon, de temps en temps, il y a un peu de zèle de la part des partitions, mais il faut savoir que l'ordre vient d'en haut. Et quand l'ordre vient, ce n'est pas à un subalterne de refuser d'exécuter l'ordre qui vient du chef de l'État. Donc, ces opposants-là, il veut les fragiliser. Parce que dès que vous arrêtez quand même les principaux leaders, vous semez la trouille au niveau des partisans. Et personne ne veut perdre sa vie ou bien perdre sa liberté pour qui que ce soit. Parce qu'après tout, quand tu seras élu, tu ne te souviendras plus des partisans. Je crois que ce qui arrive, c'est dans l'ordre normal des choses entre griffes. Maître Oula, Ama Amadou, candidat à ce scrutin présidentiel détenu à Filingué, il estime être victime d'une incarcération politique. Aurait-il dû bénéficier de la liberté provisoire? C'est aux juridictions saisies d'apprécier la chose parce que malgré tout, il y a une infraction et il y a des poursuites qui ont été engagées. Les poursuites ont peut-être été motivées par des considérations ou des arrière-pensées politiques ou politistes, c'est-à-dire la bonne aubaine pour le président Issoufou d'avoir trouvé cette affaire qui mérite instruction. Mais cette affaire judiciaire, de mon point de vue, n'a pas été bien négociée par le président Amadou, qui dans un premier temps a pris la fuite, donc s'est mis en difficulté avec la justice, qui peut considérer à juste titre qu'il ne présente plus ce qu'on appelle les garanties de représentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fui les convocations, il a fui les auditions, politiquement orchestré, mais en instrumentalisant la justice, on estime qu'il y a de très bonnes raisons de le garder sous contrôle de la justice. Et le président Amadou ne pouvait pas ignorer cela puisqu'il est bien entouré, il est entouré d'avocats. Ils ont mesuré les risques, mais l'attrait de l'élection et la posture de victime ont conduit naturellement à se jeter dans la gueule du loup en occultant le fait que en fait, de loup, il s'agit d'un ogre, le président Mahamadou Issoufou, qui ne va pas s'appesantir sur des considérations humanitaires ou d'équité. Mais je dois dire que la justice est dans son rôle et qu'il n'y a aucune obligation pour les juges nigériens saisis de cette affaire encore en cours d'instruction de mettre en liberté, ne fût-ce que pour respecter l'équité ou l'égalité des chances dans cette campagne qui a vu la Cour constitutionnelle valider la candidature de Ama Amadou. Moïse Soudé, il est quand même rentré au pays et il a accepté de se remettre à la justice. Cela veut dire que a priori, il n'a pas vocation à fuir encore. On aurait pu le laisser en liberté provisoire, n'est-ce pas? Qui a fui une fois, fuira toujours. Il y a d'abord le délit de fuite. En fuyant le Niger, Amadou avait compté sur le soutien de la communauté internationale. Erreur. La communauté internationale ne vous soutient que quand elle a des intérêts avec vous. En fuyant déjà, c'est un délit. Et même si on abandonnait les autres charges, je crois qu'on va le prendre sur cette charge-là. Et on le surveille. Non, quand vous avez, comme je le dis souvent, vous avez batifolé avec le régime en place, vous avez parcouru les labyrinthes du pouvoir et que du jour au lendemain, vous décidez de tourner le dos à ce pouvoir, on va vous exterminer. C'est dans tous les pays africains. Vous avez vu en Libye comment ça se passe. Quand vous collaborez avec le régime et un beau matin, vous décidez de tourner dos, on va fouiller dans la poubelle. On vous sort des casseroles. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'était dit, bon, je vais fuir. Après, il a fui, mais le délit a été commis, il est revenu. Même si on devait abandonner les autres charges, on va le prendre sur ce fait-là. Mais en Afrique, il faut que les gens sachent que quand vous voulez faire de la politique, il faut vous préserver. Il faut éviter un certain nombre de comportements. Parce que quand vous êtes un homme politique,
tôt ou tard, comme je le dis, l'histoire va vous rattraper. Et ce que vous avez fait dans le passé, ça va vous rattraper. Donc, ils n'avaient pas, les conseillers, généralement les hommes politiques, est-ce qu'ils écoutent leurs conseillers? Est-ce que c'est tellement que les conseillers, certains de ces conseillers juridiques lui auraient dit non, reste sur place, on verra la suite. Mais il va dire ma vie est en danger, il vaudrait mieux que je m'échappe, en oubliant que c'est un délit qu'il est en train de commettre. Bon, il a ses yeux pour pleurer, il va rester en prison, il sera battu au premier tour KO, point, on n'en parlera plus. Maître Onla. Oui. Dites-moi, il y a aussi eu l'interpellation de El Hadj Sani Atiya, c'est un jeune leader politique qui était il y a quelques mois du côté du pouvoir, aujourd'hui se retrouve du côté de l'opposition. Le parti dont il est membre, le MPN Kishinkasa, a un candidat aux élections présidentielles. Il a été pris, Manu Militari, et cela a failli créer un scandale parce que ses militants ont tenté de faire opposition à son arrestation. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit dans mes propos liminaires. Je pense que les jeux sont quasiment faits et que si nous avons encore ces poussées d'arbitraire, c'est tout simplement parce que le président en place ne veut prendre aucun risque, c'est-à-dire risque zéro pour assurer son élection dès le premier tour. Et il y a intérêt, d'autant qu'on sait qu'il y a une coalition qui s'est annoncée pour le second tour. Alors autant profiter de la dispersion et de l'appétit des principaux candidats pour régler l'affaire en un tour. Et quand on a autant de difficultés sur le terrain, parce que depuis que le Niger a amorcé le processus démocratique, il n'y a quasiment pas eu de victoire au premier tour, ou une seule victoire au premier tour qui a d'ailleurs été largement contestée. Il n'y a pas de petits détails. Donc que ce soit, je ne dirais pas un petit leader, parce que ce n'est pas un candidat au présidentiel, quel que soit le leader, quel que soit le degré ou la capacité de nuisance de l'adversaire, je crois que le camp au pouvoir a pris la résolution et la stratégie de tout neutraliser sans coup férir. Maître Onla, les avocats du pays ont aussi donné de la voix. Ils estiment être presque dans un état de non-droit. Il y a la DGDSE, un service directement rattaché à la présidence de la République qui est au cœur des débats. C'est un service qui arrête des personnes et on leur interdit même, on interdit aux avocats l'accès à leurs clients. Un service directement rattaché à la présidence qui opère. Les avocats ont donné de la voix. Ils ont tempêté. Quel est le regard du juriste par rapport à cette situation? Bien, écoutez, ce n'est pas seulement le regard du juriste, c'est le regard de l'avocat. Il y a une différence, c'est-à-dire que le juriste fait du droit, l'avocat prône et proclame les droits, défend les droits. Tout système pénal qui empêche l'exercice des droits de la défense, qui empêche les personnes arbitrairement arrêtées de rentrer en contact avec la justice, est un processus, est un système à combattre. Donc, une direction qui, sous n'importe quel prétexte, que ce soit pour des raisons de sécurité, des raisons d'État, des raisons de terrorisme, qui empêche l'œuvre de justice de se faire. Et l'œuvre de justice commence par l'exercice du droit fondamental de chaque citoyen, quel que soit ce qu'on lui reproche, à avoir un entretien avec un avocat. Un système qui empêche l'avocat de rentrer en contact avec un justiciable est un système à proscrire et à bannir. Cela l'est d'autant plus que dans nos pays, il n'y a pas la culture des droits. Il n'y a pas le respect de ces considérations élémentaires, mais fondamentales, si bien que ces services d'exception doivent être combattus. Je veux parler de ces directions, doivent être combattus avec la dernière des rigueurs, la dernière des énergies. Moïse Soudé, dans un État dit démocratique, on empêche quelqu'un qui a été arrêté d'avoir accès à son avocat. On peut venir vous prendre sans raison aucune et vous détenir sans aucun mandat. Un service directement rattaché à la présidence de la République. Non seulement un service directement rattaché à la présidence de la République, mais qui travaille avec les services de renseignement. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour parler d'un État dit démocratique. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections régulièrement que c'est un État démocratique. Non, ce n'est pas un État. Ce qui est sûr, les gens ont toujours opéré comme ça. Et celui qui a été arrêté, forcément, il est le bras, c'est un opérateur économique, forcément, il est le bras financier de son candidat. Et c'est une manière d'asphyxier davantage le candidat. Comme l'a dit le maître, on ne veut prendre aucun risque. Amadou Issi pouvait faire le vide autour de lui. Même le plus petit maillon qui va constituer pour lui un grain de sable, il l'écrase.
Aujourd'hui, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Mais l'objectif est là. Peut-être après le 21 février, on pourra libérer qui on veut. Mais on aurait déjà réalisé le chaos. Mais avant le chaos, il n'y a pas question de dire droit de l'homme, droit du justiciable. Non, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire n'entre pas en droite ligne des libertés individuelles, mais ils le font parce qu'ils ont un objectif, c'est de finir au premier tour. Ils ne veulent pas parler d'un second tour. Donc, comme j'ai dit, c'est un processus qui a été bien orchestré. Et c'est ce qui est su d'ici au 21 février. On va encore arrêter d'autres personnes. Ceux qui vont s'agiter sous prétexte qu'on veut marcher, on veut défendre ceux qui sont en prison, on va les arrêter ou on va les mater. Donc, il est temps que les citoyens nigériens comprennent que, comme l'a dit quelqu'un ici, le match est plié. Le match est plié. Donc, qu'on laisse les choses comme ça parce que le président ne recule devant rien. Il va écraser tout le monde. Maître Ongola, le match est plié, selon vous? Écoutez, a priori, mais le combat n'est jamais perdu d'avance. S'il y a une forte mobilisation, s'il y a une volonté de transcender la fatalité dans laquelle le président Mahamadou Issoufou plonge l'opposition, qui est d'ailleurs complice de ça. C'est vrai, les oppositions dans nos pays sont toujours fragilisées par le pouvoir en place, mais c'est des oppositions qui se fragilisent d'abord elles-mêmes, puisqu'on ne sait jamais contre quoi elles s'opposent, si ce n'est contre la personne qui est en place. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce qui est un handicap au départ puisse devenir un avantage, puisque nos peuples n'aiment pas les victimes. Si on n'arrive pas à une stratégie, non pas de rébellion qui peut être très vite matée, si on arrive à victimiser véritablement l'opposant qui est incarcéré, il y a peut-être des chances que la communauté internationale intervienne et que les droits de l'homiste attirent l'attention des capitales utiles dans ce genre de cause, à inviter le président Mahamadou Issoufou à un peu plus de délicatesse. Et j'abonde dans ce sens. On ne va pas oublier que des meetings du Modène Faloumana, par exemple, des meetings se sont tenus et je crois la diaspora nigérienne est extrêmement impliquée dans cette élection. On a vu au Ghana, on a vu au Nigeria. On voit aujourd'hui l'implication de la diaspora dans ce type d'élection, notamment où aujourd'hui pour les militants du Modène Faloumana, c'est plutôt le président Issoufou qui fait campagne pour le détenu à Mahamadou. C'est leur point de vue. Et effectivement, quand on est à l'étranger, on s'exprime plus facilement, plus librement. Mais l'élection se déroule au Niger. L'élection se déroule sur le terrain. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. J'imagine mal le président Issoufou avoir le culot de disperser un meeting, une réunion qui se tient calmement, qui se tient normalement. Mais il y a toujours des stratégies brouillonnes. Le tout, il ne suffit pas de dire « il a incarcéré notre leader, c'est un mauvais, c'est un salaud, etc. etc. » On peut très calmement stigmatiser cette pratique et tenir des meetings pour démontrer méthodiquement que c'est un coup politique plutôt qu'une affaire judiciaire, reconnaître les erreurs qui ont été commises et dénoncer le programme qui n'a pas été exécuté comme il faudrait, parce que si le président Issoufou avait brillamment réussi, comme il a dit dans le dernier entretien qu'il a offert à Jeune Afrique, que cette élection il la sent bien parce qu'il a rebâti le Niger, que la renaissance est en marche, il n'aurait pas besoin de mater toute opposition, il n'aurait même pas eu d'opposition, puisque, bon, on sait comment il a été élu en 2011. Donc, je crois que cette stratégie et cette finesse, qui manque aux opposants, et en particulier au président Mahamadou, qui avait de très bonnes chances d'y arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été très rapidement neutralisé. Je pense qu'avec cette méthode, il n'y aurait pas de dispersion. Là, il y a toujours un prétexte, trouble à l'ordre public, parce qu'on crie, parce qu'on cherche à s'opposer à cette décision qui est une décision plus de justice qu'une décision véritablement politique. Alors, Moïse Soudé, le bilan du président sortant n'est pas léger non plus. On veut parler notamment des infrastructures. Maître Ongola faisait bien de parler de l'entretien qu'il a accordé. Il vante le développement du pays, notamment dans le domaine des routes, des écoles, dans le domaine de l'eau apportée aux populations. Et c'est autant d'éléments qui, pour lui,
vont confirmer le chaos qu'il promet dès le premier tour? Non, allez demander au président de Soglo si le bilan peut vous aider à avoir un second mandat, allez lui demander ça, il va vous répondre. En Afrique, on ne tient pas compte de ça. Comme on ne s'oppose pas à partir d'un projet de société, on s'oppose à un individu. Et dans ce cas-là, il a compris qu'avec les opposants, s'il ne prend pas le taureau par les cornes, on ne va pas tenir compte de son bilan, mais on va tenir compte des querelles personnelles pour le fragiliser. Et c'est pour ça qu'il a pris cette disposition. En Afrique, on ne tient pas compte du bilan. Je vous ai dit, M. Soglo a bien travaillé pour le Bénin. Il a demandé un second mandat. On le lui a refusé royalement. On n'a même pas, on ne s'est pas basé sur son bilan. Donc, je ne dirais pas que c'est le bilan, mais c'est des querelles de personnes. Hein. On s'oppose à un homme. On ne s'oppose pas à son projet de société. On s'oppose à un homme. Et celui qui... Et j'ai dit que c'est la première et la dernière fois où en Afrique, un président sera au pouvoir et va organiser les élections pour un second mandat, il va échouer dans ces autres pays. C'est fini. Je suis au pouvoir, j'organise, je passe. Quiconque m'empêche de passer, je le classe. Donc, les Nigériens, parce que, suivez bien la campagne se fait parler de quoi? Est-ce que les opposants parlent de leur projet de société? Non, on ne parle pas de projet de société. On s'attaque plutôt à celui qui est là. Quelle alternative les oppositions africaines proposent à leurs compatriotes? Rien, à part dire que oui, il emprisonne les gens. Non, non. Vous proposez, parce qu'on attend, ce n'est pas au cours de l'élection qu'on s'oppose. Dès que l'homme prend le pouvoir, il agit mal, vous dénoncez, mais vous proposez une alternative. Mais en Afrique, on ne propose jamais. On passe tout son temps à dénoncer. Et je crois que le président, ayant vu venir le danger, a dit il faut que j'emprunte un autre couloir. Il a emprunté le couloir de la violence, il a emprunté le couloir de la privation des libertés. Et la France, excusez-moi, la France qui est notre mère patrie, ne dit rien. Elle ne pourra rien dire. Parce que si elle parle, on va lui interdire de venir exploiter l'uranium nigérien. Et c'est ça, la communauté internationale. Maître Roula, par rapport au PNDS Taraya, le parti au pouvoir, ils ont eu l'ingénieuse idée de faire coïncider cette période électorale avec des séries d'énumérations de réalisations, des voies d'accès et consorts. Bien sûr, tout y passe, et ça se passe partout, y compris au Bénin. C'est des échéances intéressantes pour montrer les réalisations du grand bâtisseur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle au Niger. Ici, on a autre chose. Évidemment, j'ai dit, on se sert de tout, de toutes les armes, des promesses démagogiques, etc., pour y arriver. Un bilan, je ne pense pas qu'il soit reluisant, parce que le Niger n'est pas sorti de l'auberge malgré les découvertes d'uranium et même de pétrole, je crois. La deuxième chose, c'est que toute personne au pouvoir, avec la manne financière, quelle que soit sa densité, est obligée de faire quelque chose. Aucun président ne peut rester les bras croisés. La question, c'est de savoir si on a réussi à accroître les ressources et ce qu'on a pu faire en toute efficience des ressources disponibles. Je pense que sur ce terrain, beaucoup de cet argent est passé dans les poches de la corruption et du népotisme plutôt que dans les réalisations que l'on vante. Maintenant, il n'y a pas que les projets de société pour animer la compétition comme dans nos pays d'Afrique. Il y a l'État de droit, l'État qui se construit plus ou moins bien. Et si vous le permettez, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que la conquête du pouvoir dans nos pays, en particulier au Niger, c'est toujours faite autour de deals. Regardez ceux qui sont en face du président Mahaman Issifou aujourd'hui. C'est d'abord son ancien Premier ministre, donc un ami d'hier, ensuite un président de l'Assemblée, ensuite l'ancien président de l'Assemblée, qui est arrivé 3e en 2011 et qui a permis son élection, puisque rappelons que Mahaman Issifou a échoué au moins 2 fois quand il était dans l'opposition. Et sans être tout à fait dans le secret des dieux, je sais que le deal, c'est qu'il ne fasse qu'un mandat unique et qu'il passe par la suite le témoin Amadou. Et dès son arrivée au pouvoir, les démarches ont été un peu différentes, ce qui a motivé une certaine réticence et puis la récrimination. Depuis 2013. Depuis 2013, de Hama Amadou, qui est connu aussi pour, excusez-moi, son impétuosité, j'allais dire sa fougue et sa turbulence. Donc le président Mahaman Issifou, méthodiquement, a commencé l'opération de neutralisation. Je parle d'une affaire judiciaire aujourd'hui, puisqu'on parle de trafic présumé de bébés, ce n'est pas présumé, il y a un trafic. Et il y a des éléments qui sont rattachés ou qui sont rattachables à l'ex-président de l'Assemblée. Mais
entre nous soit dit, le ministère public qui dispose de l'appréciation de l'opportunité des poursuites n'était pas obligé de faire de cette affaire de droit commun et tout à fait banale, parce qu'il s'agit en réalité d'une adoption qui ne se fait pas dans les règles de l'art. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de sacrifice que l'on sache. Je veux dire par là qu'on aurait pu passer cette affaire sous silence. Bien sûr. Ou qu'on aurait pu pardonner. C'est une technique que l'on peut emprunter par exemple à notre cher pays, à nos chères autorités. Il y a la technique du pardon, mais qu'on n'a pas voulu pardonner. C'est en cela que le coup est politique. C'est en cela que ça a été une opportunité, comme un signe du destin qui a fonctionné et qui voudrait peut-être que le président Mahamadou Issoufou soit maintenu. Maintenant, s'agissant du bilan et de l'utilisation abusive des moyens de l'État pour abreuver les populations, c'est malheureusement monnaie courante dans nos pays en dessous des tropiques. Moïse Soudé, on va parler aussi du fichier électoral. Il ne faut pas l'oublier, un fichier électoral sujet à débat il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a plus ou moins consensus autour de ce fichier électoral-là. Un fichier électoral crédible pour aller aux élections, selon vous? La question du fichier électoral en Afrique m'embête un peu. Et pourquoi? Parce que dans l'élaboration du fichier, l'opposition ou bien les hommes politiques ne s'impliquent pas. C'est quand il y a les résultats qu'on veut contester. Non. Il faut déjà être en amont comme en aval. Mais les opposants nigériens étaient en amont. Est-ce qu'ils ont veillé au grain? Ils ont dénoncé avec la dernière rigueur, ce qui a d'ailleurs valu des commissions. Parce que quand vous dites qu'il y a eu consensus, c'est quoi le consensus? On ne peut pas faire consensus autour d'un fichier électoral. Il faut accepter ce qui est vrai et dénoncer ce qui... Parce que quand on fait consensus, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des erreurs, mais bon, il y a un terrain d'entente. Et les erreurs seront en faveur de qui? Le maître l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est le deal qui est à la base, parce que le président, il est venu au pouvoir, il a dit, on s'est entendu, là, tu fais un mandat. Ayant vu les jouissances qu'il y a autour du pouvoir, il ne veut pas laisser. Et y compris le fichier électoral, parce que le chaos en Afrique se fait à partir de quoi? À partir du fichier électoral, où il y a des électeurs fantômes. Maintenant, quand vous acceptez le consensus, moi, quand j'ai suivi, j'ai dit non, à leur place, c'est qu'il n'y a pas de consensus, où on reprend, où on adopte une autre méthode, parce que accepter le consensus, c'est qu'on accepte que bon, les électeurs fictifs peuvent faire partie de la liste. Et ça ne règle pas le problème. Ce qui est sûr, on confirme davantage le chaos auquel on prépare le peuple nigérien. Alors, dans un entretien, Amadou Boubacar Cissé, candidat aussi et ancien ministre du Plan, notamment, disait, c'est vrai que ce fichier électoral-là est sujet à débat, mais nous avons essayé de vider quelques poches de fraude. Aujourd'hui, rien ne montre que le président pourra gagner avec cela. Merci. Cette question me donne l'opportunité de rattraper une lacune dans ma précédente intervention concernant les opposants et donc les anciens amis d'hier. Il y a effectivement le candidat Cissé qui fut ancien ministre du Plan, pas n'importe quel, du président Mahamadou Issoufou. J'ai oublié de citer l'ancien président du Niger, Mahaman Ousmane. Me semble-t-il. Donc ça fait du monde contre le grand démocrate et le grand bâtisseur. Maintenant, concernant les fichiers, écoutez, il y a une paresse qui s'empare des hommes politiques sur notre continent. Excusez mon incurie, je ne sais pas ce que c'est qu'un fichier électoral, je ne sais pas ce que c'est qu'une liste électorale permanente informatisée, confectionnée à coût de dizaines de milliards, reprise. Il me semble que la liste électorale, c'est la liste des citoyens en âge de voter. Et que ça ne devrait poser aucun problème, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Ça n'appelle aucun consensus, c'est ça ou ce n'est pas ça. À partir du moment où on accepte des expressions dans le genre consensus, le temps, concertation, etc., ça veut dire qu'on est tous d'accord. On prépare soi-même le lit de la fraude. On est d'accord pour être dans le clair ou le sombre obscur, pour des questions qui ne doivent faire aucune discussion, qui ne souffrent aucune discussion. Une liste électorale, c'est là, on sait qu'il y a 18 ans ou 21 ans, qui est en âge de voter, on ajoute ou on retire en fonction des incapacités qui sont prononcées. Donc, à partir du moment où l'on va à la table du consensus sur des questions sur lesquelles il ne devrait même pas y avoir des négociations, il ne faut pas s'étonner que des chaos arrivent et que des élections soient plus ou moins
contester. La deuxième inquiétude que je voudrais avouer, je ne sais toujours pas si les élections, entre guillemets, sont des élections ou sont des désignations. Je ne sais pas si ça se joue sur le fichier électoral ou les listes électorales permanentes informatisées ou si ça se joue dans les Sénats, les CENI ou les cours constitutionnels qui proclament des résultats après rectification et redressement, ce qui permet tout et n'importe quoi à la fois. Donc, je pense que c'est des problèmes avec lesquels les dirigeants politiques, mais il ne faut pas trop compter sur eux, ceux qu'on appelle la société civile, on compte de moins en moins sur eux, mais que les experts et les intellectuels s'asseyent véritablement et clarifient afin que nous ne soyons plus dans ces marées d'incertitude. Maître Ronla, merci beaucoup. Voilà qui met un terme au premier débat du jour. Messieurs, avant d'aborder les difficultés que rencontre Jacob Zuma, le président sud-africain, faisons encore une fois le point de l'actualité à travers le flash. En Libye, le Parlement reconnu internationalement a accordé un nouveau délai au Conseil présidentiel pour présenter un gouvernement d'union nationale. Ce que réclame la communauté internationale, inquiète du chaos et de la montée du groupe État islamique dans le pays. Le Parlement a précisé que les députés ont décidé de donner un nouveau délai jusqu'à dimanche pour la formation du gouvernement d'union nationale. Au Cameroun, au moins 6 civils ont été tués et une trentaine blessés ce mercredi matin dans un double attentat suicide à Ngechewe, village de l'extrême nord du pays. Une région frontalière du Nigeria, régulièrement attaquée par les islamistes de Boko Haram, selon une source sécuritaire. Trois militaires ont péri mardi au Mali lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le ministre malien de la Défense dans un communiqué. L'explosion s'est produite dans le secteur de Mondoro, à plus de 300 km à l'est de la ville de Mopti, selon le test. Véritable boulet de la présidence de Jacob Zuma, le scandale sur la résidence privée du chef de l'État sud-africain est porté devant la Cour constitutionnelle depuis ce mardi. Sa défense vient de craquer sous la pression de l'opposition. Afrique du Sud, Nkandla Gate, le président Jacob Zuma sur un siège éjectable. La question est posée. Le débat, lui, s'installe après l'intermède. Maître Ronla, les avocats de Jacob Zuma ont concédé ce mardi que le chef de l'État avait eu tort de ne pas rembourser une partie de l'argent public dépensé dans sa résidence privée. À quoi est due, selon vous, cette volte-face? Ce n'est pas une volte-face, c'est, je vais dire, le triomphe de l'opiniâtreté des Sud-Africains, en particulier de ces partis d'opposition, je crois qu'il y en a deux, et c'est à saluer parce que s'il n'y avait pas eu cette détermination, le président Jacob Zuma avait déjà réussi plus ou moins à étouffer cette affaire. Avant de venir sur l'intérêt juridique et juridictionnel de la question, je voudrais quand même rappeler que c'est dommage que ce pays qui a connu l'apartheid, contre lequel l'ANC s'est insurgé pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, qu'est-ce que je dis, au prix de sacrifices humains, etc., ne puisse pas gérer le pouvoir avec l'éthique qui convient. C'est dommage que Jacob Zuma, après Thabo Mbeki, qui ont succédé au président Nelson Mandela, n'ait pas pris exemple sur son détachement par rapport aux biens matériels et qui plus est aux biens volés à l'État. Cette affaire du scandale Nkandla, qu'est-ce que c'est? C'est 20 millions d'euros. Ça fait environ 15 milliards. 15 milliards de francs CFA de travaux de rénovation dans une propriété. 15 milliards déjà dans une propriété, c'est énorme. C'est époustouflant. Je ne connais pas un milliardaire américain qui a investi cela. Encore que selon les images, la propriété dans sa résidence ne ressemble à rien. Absolument. Et cette propriété est le résultat d'un manque de goût évident que l'on ne connaît pas aux Sud-Africains. Ça veut dire que l'argent est allé ailleurs. C'est pas dans les piscines, c'est pas dans les sonnettes, c'est pas dans les dépenses de sécurité. Donc,
effectivement, ces partis d'opposition ont bien fait et nous devrions nous en inspirer partout sur le continent de poursuivre cette affaire jusqu'à faire rendre gorge le président Jacob Zuma qui a profité de cette manne. La question ou l'intérêt juridique ou juridictionnel de cette lutte est tout simple. Il y a un médiateur en Afrique du Sud qui rend des avis ou des recommandations. Oui. Et le président Zuma avait estimé, conforté par sa majorité, qu'il n'avait pas à tenir compte des recommandations de cette médiatrice qui n'était pas non plus catégorique. Hein, encore que c'est le président Jacob Zuma qui l'a nommé à ce poste. Bien sûr. Moïse Soudé, c'est ce qui relève le bizarre de la situation. Non, intellectuellement, elle s'est détachée de celui qui l'a nommé. Oui. Parce que le dossier était si brûlant qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix que de dire ce qui est vrai. Et moi, d'abord, avant de répondre à la question, je crois qu'il faut saluer les combattants de la liberté économique et l'Alliance démocratique. Ils se sont battus. Parce qu'il n'y a pas un mot pour désigner ce que c'est du vol. Vous imaginez que le président va faire quoi avec un amphithéâtre chez lui? On parle d'amphithéâtre, on parle de poulailler, d'enclos à bétail, on parle de poulailler, on parle de salon d'accueil des visiteurs. Je prends ça pour une insulte dans un pays où la pauvreté frappe 39% de la population et 25% de la population active est en chômage. Et le président va gaspiller 20 millions d'euros pour réparer ça. Et puis ce qui fait mal, il dit qu'il n'était pas au courant. Alors pourquoi il se décide à rembourser alors? Si vous n'étiez pas au courant, on sera en train de faire des travaux chez vous. Et vous n'êtes pas au courant que ces travaux... Non, je crois que c'est la meilleure façon, comme l'a demandé les opposants en Afrique du Sud, c'est qu'on le fasse démissionner. Parce que c'est l'homme des scandales. Vous le savez très bien, c'est l'homme des scandales. Avant d'être président, il avait été impliqué dans une affaire de viol. Voilà quelqu'un qui couche avec une femme qui a le sida, qui dit, bon, lui, c'est la vie à perdre. Il y a eu procès, il n'a pas été reconnu coupable. Quand même. Voilà quelqu'un qui est moralement atteint, qui ne devait plus continuer à diriger ce pays-là, parce qu'il est en train de saboter, ou bien de saper tout ce que Nelson Mandela, tout le sacrifice auquel Nelson Mandela a consenti. Après son départ, ceux qui lui ont succédé ont détruit le pays. Je crois que ce n'est pas seulement rembourser une partie de l'argent, mais moi je souhaite qu'il rembourse la totalité. Là, ce n'est pas... Sur quelle base il va rembourser une moitié? Encore qu'il y aura des dossiers de surfacturation. Parce que quand vous voyez la raison dont on vous parle, est-ce que ça mérite cette dépense-là? C'est forcément, les gens en ont profité pour surfacturer, chacun en a mis plein les poches. Donc il va falloir qu'aujourd'hui le président rembourse la totalité de ce qu'il a pris. La direction de la police sud-africaine dit que la piscine, c'est pour réagir au cas d'incendie. Ils ont dit un bassin de rétention d'eau. Un bassin de rétention d'eau, je crois. Non, mais c'est une affaire dans laquelle le ridicule le dispute au grotesque. Faut arrêter de prendre l'opinion internationale pour ce qu'elle n'est pas. Je dis, il y a déjà un mauvais traitement de ce dossier, même par les médias, parce que moi, je n'arrive pas à imaginer qu'on ait pu engloutir 20 millions d'euros dans des travaux de rénovation. 20 millions d'euros, ça achète un château. Depuis 2009. Depuis 2009, ce n'est pas ça. C'est carrément une façon de siphonner les fonds publics à d'autres fins que se contente de nous exhiber une rétention d'eau, une piscine, des serrures, un poulailler. C'est réglé avec 1 million d'euros et on a tout réglé vraiment confortablement. Donc le problème est ailleurs et je crois que c'est ce qu'il faut percer à jour. Est-ce qu'il faut le destituer? Pourquoi pas? Mais j'ai perdu l'habitude d'être intransigeant et jusqu'au boutiste. Il ne faut pas qu'il se contente de rembourser partiellement. Je crois que M. Zuma doit à l'Afrique de rembourser l'intégralité de ce qui a été volé et siphonné à la République sud-africaine parce que je ne voudrais pas que, après des décennies de lutte, les dirigeants noirs fassent la preuve de leur incurie et de leur incapacité à tenir une bonne posture, parce qu'on peut être un bon bandit, un voyou sympathique, et démontrer que nous ne sommes pas capables de tenir le rang. Alors, Moïse Soudé, cette poursuite est à l'actif de l'Alliance démocratique de Mossi Maïman, ancien parti des Blancs, aujourd'hui dirigé par un Noir, et des combattants pour la liberté de Julius Malema, les deux principaux partis d'opposition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC, l'African National Congress, doit craindre pour son hégémonie à la tête de l'État en Afrique du Sud? C'est une évidence. Parce que Jacob Zuma est en train de détruire ce parti-là. Il est en train de détruire ce parti et
c'est grave. Parce qu'ils doivent ces deux partis-là, déjà, ont gagné la sympathie des Sud-Africains. Parce qu'ils ont tenu dur. Ils ont dénoncé un dossier. Et en dépit de toutes les pressions qu'il y avait, ils sont allés jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Que le peuple va se retrouver à travers ces deux partis-là. Voilà des gens qui veulent notre bien. Pourquoi désormais ne pas leur confier la gestion de l'État? Et c'est le coup. Prochainement, quand il y aura une élection, l'ANC va perdre du terrain. Parce qu'avec ce qui se passe là, les gens ont faim. Les gens n'ont pas de travail et vous allez gaspiller plus de 15 milliards de francs CFA dans une rénovation. Ça veut dire quoi? Que le sort des Sud-Africains ne vous intéresse pas. C'est votre suivi et c'est le copinage. Parce que ces deux partis-là luttent pour les pauvres. Hein, on dit que cet argent pouvait être utilisé à d'autres fins pour la majorité. Donc, je crois que pour les prochaines élections, l'ANC va perdre du territoire et les autres vont monter en puissance. C'est aussi normal que ça parce qu'ils ont montré leur capacité à tenir tête à Zuma, leur capacité à passer aux intérêts du peuple. Parce que Zuma, lui, il pense à ses intérêts personnels. Parce qu'au départ, il a dit qu'il ne rembourserait rien, parce qu'il ne se reproche rien. Et par la suite, d'abord, c'est un menteur. On ne peut pas laisser un menteur diriger un pays, donc il faut le destituer. Et les autres viendront montrer aux Sud-Africains de quoi ils sont capables. Parce qu'il ne faudrait pas se limiter au discours. On peut bien être un bien discoureux, on peut bien faire un bon discours, mais quand on vous remet les affaires de l'État à gérer, vous serez un mauvais gestionnaire. Notamment, Julius Malema aussi a une affaire avec la justice en cours. Et il ne faut pas oublier aussi que ces militants ont l'habitude de scander systématiquement chaque fois que le président met pied au Parlement, Zuma rend l'argent. 5000 personnes étaient au dehors en face de la Cour constitutionnelle quand ils étaient allés. Comment est-ce qu'on peut analyser la contestation populaire et également le nombre de personnes qui sont descendues dans les rues systématiquement pour réagir par rapport à ce problème de corruption? Ben parce que le président Zuma, dans son style extravagant, un président noir d'une république sud-africaine meurtrie par des décennies d'apartheid, qui ne voit pas sa responsabilité ou qui ne sourcille pas lorsqu'on dit qu'on a dépensé 15 ou 20 millions d'euros dans la rénovation de sa résidence, vous voyez le décalage avec les réalités économiques et la pauvreté crasse, la misère crasse qui sévissent en Afrique du Sud. Mais pour rebondir sur la question qui a été examinée tout à l'heure, c'est tout à fait normal que l'ANC perde du terrain. C'est même à souhaiter parce que l'ANC, dû notamment à Nelson Mandela et à d'autres qui sont morts, je crois, est morte avec ses leaders. L'ANC s'est spécialisée dans la lutte contre l'apartheid et apparemment n'a pas préparé ses dirigeants à la gestion du pouvoir. Je ne veux pas être insolent. À la bonne gestion du pouvoir. À la gestion tout court. Je ne voudrais pas être insolent. Le président Mandela, à qui nous devons respect, vénération, etc., à part ses qualités de résistant, de héros, n'était plus totalement en mesure d'impulser à une république sud-africaine moteur économique, tout ce qu'il faut. Ce qui explique d'ailleurs... Il l'a d'ailleurs compris. Absolument, il s'est retiré. Mais les deux qui lui ont succédé ont déjà mis à mal l'ANC et n'ont pas séduit par leur capacité à gérer efficacement un État moderne. Ils ne sont pas à l'image des Noirs sud-africains qui sont de grands industriels, qui sont de grands ingénieurs, qui sont de grands promoteurs, et c'est tout à fait normal et souhaitable que d'autres partis prennent la relève, notamment dans la contestation qui s'explique par le décalage et le fossé qui est entre le style de gouvernance du président Jacob Zuma et les réalités, les défis auxquels la République sud-africaine doit faire face. Moïse Soudé, rapidement, aujourd'hui, ils sont à un tournant de l'histoire. Et la question raciale est en train de revenir dans le débat politique. Est-ce que cette question raciale pourrait prendre le pas sur les projets économiques pour l'Afrique du Sud, puisque des élections locales s'annoncent pour fin août? Vous voyez, les Noirs sont en train de montrer leur incapacité à gérer le pouvoir après l'apartheid. Ça veut dire quoi? Que la grande majorité préfère encore le retour des Blancs aux affaires. Parce que les Blancs ont mieux géré. Et ça serait de la faute de Thabo Mbeki
et de Zuma. Et de Jacob Zuma. C'est grave, parce que si vous avez lutté, que vous avez chassé les Blancs pour dire laissez-nous notre pays, et qu'aujourd'hui, on constate qu'une fois aux affaires, vous n'avez pas pu gérer, c'est normal que les Sud-Africains remettent encore leur pays aux mains du Blanc. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance en leurs congénères, alors que l'autre revienne, faire son expérience, et nous, à part les violences, économiquement, c'est un pays qui était stable. Donc aujourd'hui, les Sud-Africains préfèrent encore ramener les Blancs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rien d'autre. On sera obligé d'accepter. Moïse Soudé, merci d'avoir été là. C'est déjà terminé, Maître Ronla. Merci. Je rappelle que nous avons débattu aujourd'hui du Niger et bien évidemment de l'Afrique du Sud. Avant de vous laisser retenir ceci, un politicien penche à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est James Freeman Clarke. Très bonne suite des programmes sur Sika.